Bonjour, bonjour, c'est Koala. Alors, il y a quelques semaines, j'ai bossé sur une vidéo parlant de bouffe du bled, tout ce qui est, enfin, à base de soja, tout ce qui est miso, natto, tofu. Et je vais pas la sortir parce que c'était vraiment trop fait à l'arrache. Mais à un moment, j'ai parlé du glutamate monosodique, ou GMS, pour ce qui était d'assaisonner la soupe miso. J'ai fait une parenthèse pour rassurer les gens à propos de ce truc-là. Extrait. Le umami, d'un point de vue chimique, ça provient essentiellement du glutamate et de certains ribonucléotides. Et donc, quand tu as des aliments qui contiennent plein de ça, on les considère souvent comme plus savoureux. Au Japon, on utilise donc le dashinomoto, c'est un mélange d'extrait de bonite et d'extrait d'algues. Mais si tu veux éviter de donner un goût de poisson à un truc qui est pas censé avoir un goût de poisson, ou tout simplement si tu es végétarien, tu peux utiliser directement du glutamate extrait des algues sous la forme de GMS, glutamate monosodique. Alors c'est à l'origine de controverses avec des articles sensationnalistes et tout, mais en vrai t'inquiète, du moment que t'en abuses pas, y a aucun problème. Enfin, comme le sel quoi. Puis au moment du dérochage, j'ai fait quelques vérifications, histoire d'être sûr de pas avoir dit n'importe quoi, parce que ça aurait été dangereux de dire une connerie quand tu parles de nutrition. Et en me renseignant, j'ai découvert tout un univers de théories du complot. Je réalisais pas à quel point la peur autour du GMS était irrationnelle. Il y a beaucoup de controverses autour du GMS, et en particulier sur la forme dissociée en glutamate. Alors évidemment, pour que cette vidéo ait un intérêt, je suis du côté pro-glutamate, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est 100% safe, parce que quand on parle de nutrition, il y a toujours des études à faire, il y a toujours un mais, il y a toujours des cas particuliers, il y a toujours des... Enfin, on manque vraiment de profondeur dans ce champ d'études. Je suis pas le mec le plus qualifié pour parler de nutrition, mais ce que je sais, enfin quand je dis je sais, c'est une certitude, la majorité des gens, des détracteurs au GMS, utilisent des arguments complètement pétés en basant leurs théories sur un magazine farcé à trappe. Et quand je dis ça, j'abuse à peine. On verra ça après. Une règle d'or quand tu veux parler de la santé des gens, c'est la prudence. Et pour pouvoir dire qu'un truc est soit totalement safe, soit totalement dangereux, il faudrait un sacré recul que malheureusement ces gens n'ont pas. Alors forcément on va me dire c'est facile de tirer sur des ambulances, mais si ces gens n'ont pas envie d'être responsables envers la santé d'autrui, pour moi c'est des ambulances qui ont cherché la merde. Sous les vidéos de ces gens, je vois des commentaires du genre merci pour ces informations, mon nutritionniste m'a recommandé des aliments riches en glutamate pour traiter mes problèmes de fatigue et je l'ai pas écouté. Tu vois un peu le danger en fait quand on parle de la santé des gens en voulant être sensationnaliste. Bref, sur internet on voit traîner plein de trucs, et tout particulièrement sur YouTube, et comme j'ai rien trouvé dans la communauté francophone pour défendre le GMS, me voilà. J'ai écrit tellement de trucs ces derniers temps, et il y a tellement de sujets super intéressants à traiter, et puis ça aboutit à peine. Ça fait chier, mais on dirait que c'est essentiellement pour gueuler sur des gens que je me sens inspiré. Enfin, tant pis. Donc on va regarder ensemble quelques vidéos sur YouTube qui cherchent à dénoncer le GMS. Dans un souci de transparence, je vais laisser ces vidéos en entier. Enfin, quand je dis en entier, en fait, je vais quand même couper, mais couper au milieu juste pour là où j'ai envie de parler. Enfin, je vais pas m'éclater à cherry pick les passages qui m'intéressent pour y répondre, seulement ceux qui m'arrangent, parce que quand il y a des arguments contre qui sont valides, j'hésiterai pas à le dire. Mais je vais pas hésiter à me foutre de leur gueule quand il manque totalement de bon sens. Donc si t'es pas amateur de cynisme et de sarcasme, tu vas vite en avoir marre de moi. Je te conseille de quitter la vidéo, mais en tout cas. La vue est déjà comptabilisée, je te dis merci d'être passé, et puis peut-être une prochaine fois. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je vous ai pas proposé à boire. Pour siroter en regardant la vidéo, comme en ce moment il fait froid, je me suis dit pourquoi pas un vin chaud. Normalement, je préférerais partager des trucs assez rares, pas très connus, mais le vin chaud tout le monde connaît, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est extrêmement facile à faire en fait. T'as pas besoin de la marmite spéciale, parce que il y a une manière de le faire correctement, on va dire,
mais c'est extrêmement relou. Si tu le fais chauffer comme ça, en fait, t'as l'alcool qui s'évapore et c'est extrêmement difficile d'équilibrer les saveurs pendant que le machin il chauffe. Il y a l'école des turbo branleurs en fait, qui consiste juste à tout mélanger et à rajouter de l'eau chaude comme si c'était pour faire du thé. Et ça marche. Donc premier ingrédient du vin rouge évidemment. Moi ce que j'ai c'est un Bordeaux, mais je pense que le Bourgogne ça marche mieux parce qu'en fait comme le vin que tu bois il est issu d'un seul cépage, bah tu sens plus le fruit. Alors que les Bordeaux, en fait, ça donne des mélanges très intéressants, mais la plupart d'entre eux, ils ont un goût ils ont un peu un goût plus fort, un goût un peu graveleux. Alors, si c'est ce que tu veux dans ton vin chaud, go pour le Bordeaux. Mais je me dis, pour avoir un côté plus fruité, plus sangria, on irait plus pour un Bourgogne. Ensuite, sucre. J'ai mis sucre entre guillemets parce que le sucre tel qu'on le connaît, c'est pas terrible en fait. T'as envie d'un sucre, de l'équivalent d'un sucre légèrement spicy. Donc ce serait du sucre roux, du miel, quelque chose comme ça. Moi du coup j'y vais avec du miel. Ensuite, citron orange. Donc c'est pour ça que je parlais sangria parce que finalement le vin chaud c'est une sangria chaude quoi. Tu mets un peu de citron, un peu d'orange selon tes préférences. Et enfin des épices. Cannelle, gingembre, anis étoilé, muscade, clou de girofle. Alors, me demande pas les ratios, combien de ceci, de cela, parce que j'en sais rien, démerde-toi, va chercher en fait. Parce que moi, ce que je fais, c'est j'ai un mélange tout fait d'épices pour vin chaud. C'est les machins là que tu trouves à côté du thym, de l'aneth, du sel, du poivre. Tu connais la forme de ces flacons là. Du coup, j'ai oublié de le noter. À la fin, tu arrondis tout ça avec de l'eau chaude. Voilà, c'est prêt. Puis ce que vous pouvez faire en guise de touche finale, c'est de mettre un petit pruneau au fond. Comme ça en fait le petit pruneau il va s'imprégner des épices et du goût du vin, puis vous pourrez le déguster à la fin quand vous avez fini de boire le vin. Bon bah santé. Donc première vidéo de la chaîne Emilio/Verfeuille. Glutamate, le poison du resto chinois et de ton déjeuner. Gros, les titres en minuscule ou en majuscule, c'est comme tu veux, mais s'il te plaît, fais pas un mélange des deux au milieu de la même phrase, c'est totalement inélégant. On dirait les pancartes jaune fluo là devant les magasins qui veulent désespérément attirer ton attention. Ce canapé est soldé à moins 50%. Appelez-nous gratuitement pour tout renseignement. Salut à toi humain, c'est Emilio pour Verfeuille, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as pris un bon petit déjeuner ce matin. Moi oui, d'ailleurs je crois que j'ai plus de fruits, il va falloir que j'aille en racheter. Aujourd'hui on va parler d'un poison. On va parler d'un vrai poison que les industriels adorent rajouter dans nos assiettes, sans pour autant nous dire que c'est un poison bien sûr. Ce poison c'est le glutamate monosodique et aujourd'hui on va le mettre en PLS. Alors tu sais, d'habitude j'aime bien te montrer le produit dont je te parle, mais celui-là, je vais pas pouvoir te le montrer tout simplement parce que j'en ai pas chez moi et je suis bien fier de pas en avoir, je suis bien content de pas en avoir. Alors, désolé, mais si tu en as déjà dans ton corps, puis dans plein de tes aliments de base, c'est juste que l'industrie agroalimentaire a autre chose à foutre de ses journées que d'écrire la composition moléculaire de tes tomates. Fructose, monoxyde de dihydrogène, chlorophylle, lycopène, acide citrique, acide aspartique, acide glutamique, chlorure de sodium. C'est pas qu'il n'y a pas de glutamate monosodique chez toi, c'est juste que t'as des aliments dans lesquels on n'en a pas ajouté en plus. Le glutamate monosodique, c'est un additif alimentaire caché sous le nom de code E621. C'est une espèce de poudre blanche qui est utilisée en fait comme un exhausteur de goût. Alors, un exhausteur de goût, qu'est-ce que c'est ? Je vais être condescendant, mais ça a tendance à faire peur aux gens qui n'ont pas de vocabulaire. Exhausteur de goût, ça veut pas nécessairement dire que c'est chimique, polluant, toxique, tout ça. Ça, comme son nom l'indique, ça veut juste dire que ça complète le goût. Et parmi les trucs qui sont classifiés exhausteurs de goût, il y a même des acides aminés comme la glycine. Les acides aminés, ça te permet de synthétiser des protéines, c'est quand même assez utile dans ton organisme. C'est pas... J'appelle pas ça un poison quoi.
Il faut savoir que c'est un des additifs alimentaires les plus utilisés dans le monde. Alors on peut se demander bien sûr, mais pourquoi est-il autant utilisé ce fameux glutamate monosodique qu'on peut aussi appeler GMS? La première raison, c'est que ça coûte pas cher, c'est très abordable au niveau des prix et donc c'est très rentable pour les industriels. Ce qui fait que finalement, par exemple pour faire un biscuit au chocolat, eh bien un fabricant va juste avoir à mettre un petit peu de chocolat et du glutamate par-dessus qui va venir relever le goût du chocolat. Et forcément comme le chocolat coûte plus cher que le glutamate, c'est très rentable pour les industriels. Le glutamate, c'est un facteur umami, et si on a nommé ce phénomène umami, qui en japonais signifie goût savoureux et non pas amami qui signifie goût sucré, c'est parce que le glutamate, ça relève la saveur des plats salés qui ont une faible saveur, et donc ça marchera pas sur les trucs sucrés, et ça marchera pas non plus sur des trucs comme le parmesan qui contient déjà plein de glutamate. Donc le glutamate ne relève pas le goût du chocolat, mais le goût du biscuit. Et si tu mets du GMS sur du chocolat, ça changera pas grand chose, et peut-être même que ce sera dégueulasse en fait. Si t'étais à la recherche d'un facteur sucrant qui permet de sentir le chocolat tout en mettant moins, fallait pas chercher très loin, ça s'appelle le sucre. Et la deuxième raison de l'utilisation massive de glutamate dans notre alimentation, c'est que le glutamate monosodique va venir bloquer les mécanismes de réduction de l'appétit. Au fur et à mesure que tu manges, normalement ton appétit est réduit. Et bien le glutamate monosodique, lui, il va venir bloquer ce mécanisme. Alors c'est techniquement vrai, mais c'est une interprétation un poil tirée par les bush. J'ai l'impression que t'as retourné le machin de sorte à y trouver un problème. Ce que fait le glutamate en fait, c'est que en début de repas, ça signale à ton cerveau que tu vas ingérer de la bouffe. Donc ça permet de lancer des mécanismes de miam miam, avec ta bouche qui produit de la salive et ton estomac qui prépare la digestion de ce qui arrive. Donc est-ce qu'envoyer un signal qui dit que tu vas manger, ça signifie empêcher la sensation de satiété? Techniquement on peut dire que oui, mais ça va quand même chercher un peu loin. En fait c'est comme si je disais ouvrir une porte c'est l'empêcher de se refermer. C'est un peu le syndrome des Pringles. Tu sais, t'as un paquet de Pringles, c'est devant la télé, tranquillement, tu regardes ta série à la télé. T'as un paquet de Pringles à la main, tu manges un Pringles, tu te dis ouais je vais en manger juste 2 ou 3, tu manges un Pringles, t'en prends un deuxième, t'en prends un troisième, tu te dis ah ouais mais c'est bon quand même, je vais peut-être en manger 5 ou 6. Et du coup t'en prends encore, jusqu'à ce que le paquet soit vide, t'as pas réussi à t'arrêter d'en manger. Et bien à ton avis, à qui est dû ce phénomène? Au glutamate monosodique évidemment. Donc il faut vraiment que tu comprennes que le GMS pour les industriels c'est un cadeau du ciel ce truc. Maintenant les industriels ils prient même plus Dieu, ils prient le saint glutamate. Ouais quand un truc est bon on en reveut. Merci pour l'info hautement pertinente. Et t'inquiète pas, dans la vraie vie la réduction d'appétit arrive bien au bout d'un moment, via un mécanisme qui s'appelle estomac bien rempli. J'arrive pas à croire que je suis en train d'expliquer ça à un adulte. Ce mécanisme de réduction d'appétit, il n'est pas fait pour se déclencher tout de suite. Au contraire, en étant à jeun, qu'il y ait du glutamate ou non dans ce que tu manges, la première bouchée avec la production de salive va envoyer un signal dans ton cerveau qui va réagir ouais, miam miam, envoie-moi plus STP. Si le signal de satiété si un signal de satiété arrivait aussi rapidement après quelques bouchées, déjà, quel serait l'intérêt des apéritifs et des hors-d'œuvre au resto? T'as pas l'impression que les œufs mayo ce serait une idée à la con? Si au bout de 2 Pringles tu reveux des Pringles, le problème il vient pas du glutamate, c'est que t'étais à jeun. T'as fait un truc pas bien, t'as grignoté, c'est toi qui as craqué, rejette pas la faute au GMS. Parce que sérieusement quand t'as déjà bien mangé, est-ce que t'as vraiment envie de t'enfiler un tube de Pringles? C'est surtout en Asie que c'est énormément utilisé dans beaucoup de plats. Si t'as envie d'être sûr de te prendre une bonne grosse dose de glutamate, tu sais, t'as juste à aller au resto chinois à volonté. Là t'es sûr que tu vas rentrer chez toi bourré de glutamate à l'intérieur, tu vois. Alors effectivement, le glutamate est très présent dans la bouffe asiatique, les condiments en particulier, tout ce qui est sauce soja, sauce à huître, sauce poisson, le dashinomoto. Il y en a aussi dans la viande et les poissons séchés, parce qu'en fait, tout ce qui est fermentation, vieillissement, ça a tendance à décomposer les protéines en acides aminés, dont entre autres l'acide glutamique, qui lui-même se change en glutamate, et c'est ce qui rend les viandes et les poissons plus savoureux. Les viandes et les poissons séchés plus savoureux. Et au Japon, au passage, on adore la bouffe séchée, fermentée, la sauce soja, le poisson, les algues, les champignons, plein de trucs remplis de glutamate. Dis donc, on doit vraiment pas vivre longtemps dans ce pays. Petit tuto pour choper un cancer, tu commandes du glutamate pur et tous les jours tu t'en manges 2 ou 3 cuillères à soupe, tu vois. Je pense que les tumeurs cancéreuses vont pas trop tarder à arriver. Alors, déjà le glutamate c'est un ion,
plus exactement un anion, c'est la forme qu'on trouve en solution, donc ça n'existe pas sous forme solide pour respecter ce qu'on appelle l'électroneutralité. Donc du glutamate pur dans une cuillère, ça n'existe pas. Pour la forme solide observable sous forme de poudre, fallait dire glutamate monosodique ou GMS, parce que l'anion glutamate et le cation sodium peuvent équilibrer leur charge pour créer une liaison ionique qui procure une stabilité à l'état solide. Je dis ça pour éclaircir les choses si vous étiez perdu quand je parle tantôt de glutamate, tantôt de GMS. C'est juste qu'en parlant de chimie, je dirais plutôt glutamate, et pour parler de la poudre solide dans la vraie vie, je dirais GMS. Enfin tout ça, je pense que ce mec le sait déjà, c'était probablement juste une coquille. Enfin j'ose espérer qu'il connaît la différence entre un solide et un liquide quand même. Par contre, cet argument de la cuillère qui te donne le cancer, ça paraît tellement débile que j'ai eu envie de croire que c'était du second degré, mais bon, comme il y a des gens qui raisonnent vraiment comme ça, genre si tu prends la méga dose, c'est pas bon. On va y répondre sérieusement. Je sais pas pourquoi les gens, quand ils veulent démontrer la toxicité d'un produit, ils peuvent pas faire autrement que par le surdosage. Et évidemment qu'une cuillère à soupe de ça va te flinguer. Déjà, qui mange de la poudre à assaisonner comme ça? Il y a des expériences avec des gens qui ont pris plusieurs grammes de GMS à jeun et sans bouffe à côté. Et surprise, surprise, juste après ils se sont sentis bizarres dans le bide. T'as pas l'impression que ça aurait donné le même résultat avec du sel? Une cuillère de pur chlorure de sodium à jeun. Et encore, une cuillère de GMS, je pense que c'est même pas aussi con qu'une cuillère de sel. Alors, le GMS c'est du glutamate monosodique, monosodique parce qu'il y a un petit sodium au bout, et si tu remplaces ce sodium par un hydrogène, tu obtiens ce qu'on appelle l'acide glutamique, qui est un acide aminé qui permet de synthétiser des protéines. Donc déjà, la toxicité d'un machin dont on a besoin pour faire des protéines, tu peux la ranger dans ton tiroir, et ensuite, ce sodium là, c'est le même sodium que dans le chlorure de sodium, couramment appelé sel. C'est le même sodium qui cause de l'hypertension quand on en consomme trop. Sauf que la proportion de sodium c'est pas tout à fait la même dans les deux molécules. Enfin, ici c'est 50-50 et ici c'est un peu moins que 50-50. Enfin, tu vois bien qu'un glutamate c'est un peu plus gros qu'un chlorure. On va faire un calcul très simple, c'est un truc qu'on a appris en seconde. C'est un calcul de quantité de matière à partir d'une masse molaire. Donc la masse molaire du chlorure de sodium c'est de 58,443 g par mol, tandis que la masse molaire du glutamate monosodique est de 169,111 g par mol. Donc une mol en fait c'est une unité de quantité, en gros c'est comme si je disais une quinzaine, une vingtaine. Donc si je dis 1,6 vingtaine, tu comprends que ça fait 32. Donc sur 100 g de poudre, ça nous donne 1,711 mol de chlorure de sodium et 0,591 mol de glutamate monosodique. Ce qui signifie que dans un flacon qui contient la même masse de poudre, il y a environ 3 fois plus de sodium dans le sel que dans le GMS. On peut améliorer le goût d'un plat avec une pincée de poudre qui contient 3 fois moins de sodium que le sel classique. Donc l'argument de la cuillère à soupe, en plus d'être complètement pété, t'aurais peut-être pu le diriger sur d'autres cibles un peu plus pertinentes. Mais bon, parler des méfaits du sel, ça fait pas autant de vues, je peux comprendre. Alors le glutamate, il est qualifié d'excitotoxique, c'est-à-dire qu'il va venir stimuler tes neurones, il va venir exciter tes neurones, et une partie d'entre elles seront même détruites. Le glutamate vient te griller des neurones. Le glutamate va favoriser l'apparition de maladies du cerveau, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Pour parler de toxicité, il y a 2 trucs à savoir. Quelle est la dose ou la concentration, et où est-ce qu'on observe cette dose ou concentration? Pour mesurer la toxicité d'une substance, il y a ce qu'on appelle la dose létale médiane, couramment appelée DL50, et en fait il s'agit de la dose à partir de laquelle 50% d'un échantillon d'animaux meurt. Et habituellement on fait ça sur des rongeurs. Et en mesurant la DL50 du glutamate monosodique, on s'est rendu compte qu'elle était 5 à 6 fois supérieure à celle du chlorure de sodium, le sel. Ça veut dire que pour tuer 50% d'une population de rongeurs, il faut leur faire abuser du GMS 5 à 6 fois plus que pour du sel. Mais tu vois, tout ce que les gens qui ont peur du GMS retiennent de ces études, c'est que si tu mets une grosse dose à un rat, il meurt. Comme pour, je sais pas, n'importe quelle autre substance de la planète, n'importe quel truc devient toxique à forte dose. Et si t'es un humain normal qui a pas de maladie et qui va pas se faire des doses du turfu, en mettant juste une petite pincée de GMS par portion,
pour aller jusqu'à ressentir les effets toxiques du GMS, t'auras d'autres problèmes sur les bras, un poil plus gênants, genre le surpoids et le diabète. Bien entendu, un rongeur et un humain, c'est pas vraiment la même chose, mais en théorie, on a quand même le droit de dire que pour ressentir la toxicité du GMS, faut vraiment abuser, sachant que rien qu'avec le sel, faut avoir soit une maladie, soit aller loin dans la McDonald'erie. Maintenant, la question c'est de savoir où est envoyée cette dose. Par exemple, l'air dans les poumons c'est assez utile, mais si tu te l'injectes dans le sang, tu vas passer un sale quart d'heure. On parle d'excitotoxicité du glutamate, je veux bien le croire, mais c'est bien une toxicité dans le système nerveux, pas dans le système digestif. Et est-ce que tu penses sérieusement que ce qu'on mange atteint librement notre système nerveux? Je te rassure, non, manger un nugget n'aboutit pas au même résultat que de se le faire greffer entre deux lobes du cerveau. Et ce pour 3 raisons principales. 1. L'intestin extrait des nutriments de ta bouffe, mais il va pas absorber tout ce qui est absorbable, parce que du coup tu vas aux toilettes. 2. Le foie est chargé de nettoyer le sang et d'empêcher qu'il y ait n'importe quoi dedans. Et 3. La barrière hémato-encéphalique. Qui filtre le sang et empêche les composants du sang d'atteindre trop facilement le système nerveux central. Et cette barrière, c'est une forteresse. C'est la raison principale pour laquelle on galère à créer des médicaments pour les maladies du cerveau. Si manger des Pringles créait aussi facilement un risque de développer les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, ces maladies se soigneraient tout aussi facilement. Il suffirait de coller le principe actif sur le glutamate des chips. Or, ces maladies ne se soignent pas facilement. CQFD, tu connais la suite. Le mécanisme le plus simple pour traverser cette fameuse barrière hémato-encéphalique est appelé diffusion libre. En gros, c'est les concentrations entre divers milieux qui tentent de s'équilibrer. Ce serait le cas si cette barrière était une passoire. Sauf que là, en fait, on parle d'une couche de gras. Et pour passer cette couche de gras, il faut avoir une affinité avec l'huile au lieu d'être dissous dans l'eau. Or, tout ce petit glutamate, il est complètement dissous dans l'eau, donc il passe pas. On pourrait se demander qu'est-ce que le glutamate pourrait bien foutre dans le cerveau. Le cerveau en a besoin pour pas mal de trucs, genre l'apprentissage. Sauf que comme il est assez bien conçu, il peut en produire lui-même, soit depuis les mitochondries des neurones, c'est des petites patates qui produisent l'énergie des cellules, soit depuis la glutamine. La glutamine, c'est un autre acide aminé, c'est à ne pas confondre avec l'acide glutamique, mais leur structure est quand même assez similaire. Et quand le cerveau est vraiment en dèche de glutamine, d'acide glutamique ou directement de glutamate, il laisse enfin le glutamate passer la barrière hémato-encéphalique, mais seulement sous une forme transformée en glutamine. Donc, même en sachant que le glutamate est indispensable à son fonctionnement, il ne le laissera pas rentrer tel quel. On en a parlé avant, la toxicité dépend de la concentration. Alors si c'est toxique dans les neurones, c'est qu'il y en a trop. Et si le cerveau trouve le moyen d'avoir trop de glutamate après tous les mécanismes de régulation qu'on a vus auparavant, c'est qu'il y a une merde dans ces mécanismes, ça s'appelle une maladie. Autrement dit, c'est pas la faute au glutamate, c'est la faute à pas de chance. Oui, il y a des gens chez qui ces mécanismes ne fonctionnent pas correctement et qui peuvent donc développer des problèmes liés au glutamate, mais ça veut pas nécessairement dire que le GMS est dangereux, ça veut juste dire que ces gens ont une maladie. Est-ce que l'existence de personnes intolérantes au gluten signifie que le gluten est un poison pour tout le monde? Non. Et le glutamate a aussi un potentiel addictif, tu peux facilement tomber accro au glutamate, donc ça va se manifester sous une addiction à tous ces produits industriels qui en contiennent évidemment. Tu vas pas te mettre à sniffer de la poudre de glutamate, je te rassure. Pour parler d'addiction, il y a peut-être d'autres trucs concernés, genre le sucre. Le GMS fait des miracles en assaisonnement, mais faut pas non plus le surestimer. Mais c'est vraiment un truc qui a la capacité de te détruire à petit feu sans même que tu t'en rendes compte. Un peu comme pour la cigarette, mais au moins pour la cigarette, tu t'en rends compte que ça te détruit. Le glutamate, tu t'en rends même pas compte. Tu sais, si on cherchait à te flinguer en soum-soum en dissimulant la toxicité d'un produit, on n'irait pas en foutre dans des saloperies comme des chips. Ce serait aussi intelligent que de se protéger de tirs ennemis derrière un baril d'essence. Tu vas quand même pas me faire avaler qu'avant la découverte du GMS, tu te rendais pas compte que les gâteaux et les chips c'était mauvais pour la santé. Ça te dit un truc, le sucre, le sel? Oh là là, méchant glutamate, à cause de lui je peux plus m'arrêter de manger des Pringles.
C'est presque pire que de dire oh là là, méchante nicotine, à cause d'elle je peux plus m'arrêter de fumer. Je vais pas nier la puissance du circuit dopaminergique et à quel point c'est difficile de se défaire d'une addiction, mais premièrement, la nicotine est un poil plus concernée que le glutamate si tu veux cliniquement parler d'une addiction. Et deuxièmement, quand bien même c'était comparable, ce serait trop facile de sortir des termes cliniques, addiction, tout ça, pour faire genre t'as tout compris. Ce n'est que de l'autocomplaisance. Ces problèmes liés à la consommation de saloperies, tu te les crées tout seul. La première chips ou la première cigarette, t'étais pas sous telle ou telle substance, hein, c'est juste toi qui as merdé. Et je dis tout ça en étant moi-même fumeur. Enfin, s'il y a des gens ici qui ont des problèmes d'addiction, je comprends votre combat, mais je vais pas vous conforter dans votre addiction parce que ce serait néfaste et complètement irresponsable. Ce qu'il vous faut, c'est pas des excuses, mais de la volonté. Et courage. Après, il y a encore d'autres effets qui ont été rapportés, mais cette fois-ci, quand tu as pris une grosse dose de glutamate, notamment comme je te l'ai dit, quand tu sors du resto chinois, ce qu'on a appelé le syndrome du restaurant chinois, tous ces symptômes, tu peux avoir des sensations de brûlure dans plusieurs parties du corps, tu peux avoir des engourdissements, tu peux te mettre à transpirer de manière inhabituelle, tu peux avoir une accélération du rythme cardiaque, tu peux avoir de la nausée ou encore tu peux avoir des picotements. Et encore, je t'ai pas tout dit, il y a plein d'autres symptômes comme ça qui peuvent apparaître suite à une grosse consommation de glutamate. J'ai entendu beaucoup de gens parler de ce syndrome et quand j'ai appris d'où ça venait, j'ai hurlé de rire. Cette histoire sort du New England Journal of Medicine. C'est une revue où à l'ancienne, les scientifiques adoraient se faire des poissons d'avril. Le syndrome du restaurant chinois, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un médecin qui a envoyé un canular au journal pour gagner un pari avec un de ses collègues. Il a écrit un truc qui respire la blague. Ouais, ça fait des années que à chaque fois que je mange dans un resto chinois, j'ai des douleurs à la nuque, des palpitations, etc. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'était peut-être le vin, la sauce ou le glutamate monosodique? Et il a signé la lettre Robert Womanckoek, directeur de recherche à la Fondation de recherche nationale en biomédecine à Silver Spring au Maryland. Alors d'abord, quand à chaque fois que tu vas au resto chinois t'as des palpitations, si t'as un minimum de bon sens, tu continues pas d'y aller pendant des années. Ensuite, cette fondation où il travaille, elle n'existe pas, c'est une adresse pipeau. Et enfin, c'est quoi ce nom, frère? je sais même pas si ça veut dire quelque chose. Enfin, Robert Womanckoek. Womanckoek. Si tu parles la langue des Anglais, c'est un jeu de mots. Et la revue, elle a publié sa lettre sans pression, le mec a gagné son pari. Et attends, ça s'arrête même pas là, il y a des scientifiques après qui ont capté la blague et ont décidé de la pousser encore plus loin avec du jargon scientifique bidon, en décrivant par exemple des douleurs post-cibal-cinal pour dire après manger chinois en latin. Alors désolé, c'est vrai que les scientifiques ont un humour un peu bizarroïde, mais vous vous êtes tous fait entuber. Tous ces gens qui veulent dénoncer les problèmes du GMS, leur première source, c'est un magazine farce et attrape. Tu croyais vraiment qu'une revue scientifique 100% sérieuse allait appeler un nouveau problème le syndrome du restaurant chinois? Au milieu du syndrome d'Asperger, du syndrome de Turner, du syndrome néphrotique, du syndrome d'immunodéficience acquise. Tu vois marqué au milieu le syndrome du restaurant chinois? S'il y avait un vrai souci dans la bouffe chinoise, on s'en serait rendu compte il y a un moment parce que il y a des gens, tu vois, qui mangent assez régulièrement de la bouffe chinoise. Ça s'appelle des Chinois et ils sont assez nombreux. Et je dirais même qu'ils ont une population suffisamment large pour mesurer la toxicité de tel ou tel produit avec beaucoup de précision. Au passage, cette histoire de syndrome du restaurant chinois, je suis pas SJW, mais si on s'attaque à la bouffe chinoise, mais pas à la bouffe japonaise, coréenne ou italienne, qui contiennent tout autant de glutamate, c'est qu'on n'est pas vraiment en train de parler de glutamate. Genre, ça me paraît un poil plus probable que les Américains de l'époque avaient un léger problème avec l'immigration chinoise à la fin des années 80. Si j'étais SJW, j'aurais tellement pu te péter les couilles sur Twitter. Le glutamate, on le trouve absolument partout, il est caché partout dans tous tes plats industriels, donc ça va être difficile de l'arrêter totalement si tu veux pas renoncer aux plats industriels. Évidemment, la meilleure chose à faire, c'est ce que je m'efforce de faire au quotidien, c'est de manger que des produits naturels et pas des produits transformés, manufacturés, je sais pas quoi. Ceux-là, tu peux être sûr qu'ils contiennent du glutamate, enfin pour la plupart d'entre eux en tout cas. Ah là là, les méchants aliments industriels. Les tomates, le poisson, les champignons, c'est aussi très riche en glutamate. Est-ce que d'un seul coup c'est safe parce que c'est naturel? Ce mec devait avoir 2 de moyenne en physique-chimie.
Je suis pas du genre à dire j'ai des meilleures notes donc je suis plus intelligent, mais on devait apprendre genre en quatrième ou en troisième qu'une molécule est strictement la même, qu'elle soit produite naturellement ou artificiellement. Et heureusement, parce que sinon on continuerait de se soigner avec des écorces d'arbres, et nos médicaments produits à base de ces écorces coûteraient un poil plus cher. D'ailleurs, tu serais tellement choqué d'apprendre que la plupart des médicaments sont produits dans une usine avec plein de réactions chimiques catalysées à l'acide sulfurique. C'est pas parce que c'est industriel qu'il y a des saloperies dedans, et c'est pas parce que c'est naturel que ce sera meilleur pour la santé. Je connais plein de substances naturelles qui vont te flinguer. Par exemple la tétrodotoxine, naturellement présente dans le fougou. Je vais te raconter une histoire, ça va être drôle. C'est le cas du monoxyde de dihydrogène, ou DHMO dans la convention internationale. Alors, il est utilisé comme solvant dans beaucoup d'industries et il est massivement rejeté par les centrales nucléaires directement dans les rivières et les océans. Et on s'en sert également pour l'extraction du gaz de schiste via la méthode de fracturation. C'est un composé qui s'accumule dans les nuages et via l'infiltration des sols par les pluies, il peut atteindre les nappes phréatiques. Avec un potentiel hydrogène supérieur à celui de l'acide chlorhydrique, c'est un composant basique des pluies acides et il participe à l'acidification des océans. Les Nations Unies s'inquiètent de l'accumulation de monoxyde d'hydrogène dans les océans, mais rien n'a encore été fait pour indiquer sa toxicité. D'ailleurs en Inde et en Chine, il n'y a même pas de... comment on appelle ça, avec de seuil de toxicité établi pour surveiller sa concentration dans les canalisations. Face à ces faits, les dirigeants préfèrent détourner le regard pour une raison très simple. Le monoxyde d'hydrogène, c'est de l'eau. Monoxyde, un oxygène. D'hydrogène, hydrogène, H2O. Ce que je viens de faire là, c'est un truc qui est sobrement intitulé le canular du monoxyde d'hydrogène. C'est un truc qui vise à montrer à quel point on peut faire peur aux gens avec des mots compliqués et un ton dramatique. Tout ce que j'ai dit juste avant, c'est véridique, hein, il y a bien de l'eau dans la pluie. C'est juste que, avec les formulations bien choisies, on peut induire en erreur. Comme on a été habitué par le journalisme moderne à avoir peur face à tout ce qui s'apparente à de l'information, avec plein d'experts qui sortent des mots du turfu, on est souvent pas très rassuré par les jargons un peu compliqués. Si le glutamate monosodique fait peur, c'est juste parce qu'il s'appelle glutamate monosodique. C'est juste qu'en parlant de chimie, il y a énormément de termes barbares et ça a vraiment pas tendance à rassurer les gens qui veulent être rassurés par des mots qu'ils ont l'habitude d'entendre. Quand tu invites des gens à dîner et t'as beau leur servir le thé le plus naturel, bio, tout ce que tu veux, à base de plantes, du Guatemala, j'en sais rien. Si tu leur sers ça dans un Erlenmeyer, ils seront pas super chauds pour en boire. Une boîte de sel naturel de Guérande, c'est quand même un poil plus vendeur qu'une boîte de chlorure de sodium enrichi en iode et en fluor. Ça fait peur à entendre, mais pourtant, l'iodation du sel prévient les carences thyroïdiennes dans les régions pauvres en iode. Et une carence en iode, ça a plusieurs effets, entre autres, ça te rend débile. Du coup, chez les Américains qui vivent dans une région pauvre en iode, beaucoup ont été considérés inaptes à participer à la Première Guerre mondiale, mais à la deuxième, il y avait beaucoup moins de gens carencés grâce à l'iodation du sel, et beaucoup plus de soldats ont pu participer et nous donner un coup de main en Europe. Donc, le sel chimiquement iodé, un aliment industriel par excellence, a quand même sauvé les Américains et par extension l'Europe. Donc, que répondre à ces histoires de nature versus industrie chimique ? Alors premièrement, la toxicité d'un produit ne dépend pas de sa provenance, mais encore une fois de son dosage. Le cyanure, naturellement présent dans une amande amère, ça te fera que dalle, mais dans une cinquantaine d'amandes amères, ça peut te flinguer. T'as probablement envie de me dire, c'est quoi ce scénario improbable, manger 50 amandes amères ? C'est exactement la même chose que font ces gens qui veulent dénoncer le GMS en parlant d'ingurgiter des cuillères entières. Et deuxièmement, pourquoi rejeter la chimie ? Tout est chimique dans le monde. En mettant de l'eau dans de la farine, tu modifies sa structure protéique et lipidique, ce qui fait de ton pain de campagne traditionnel un authentique produit chimique. Dans les mélanges pour gâteau, on te dit souvent de rajouter des œufs, du lait. En vrai, ils auraient pu ajouter des œufs et du lait en poudre et te dire de juste rajouter de l'eau et mélanger. Sauf que ils font pas ça parce que ils veulent te caresser dans le sens du poil en te faisant comprendre que le mélange serait moins chimique et aussi pour te donner la sensation satisfaisante d'avoir cuisiné quelque chose. Mais sinon, si t'as pas non plus envie de mettre de côté trop d'aliments,
Je vais te donner la liste des aliments qui contiennent le plus de glutamate en général. Donc déjà, on a tout ce qui est sauce. Donc les sauces, genre tout ce que tu mets dans ton kebab, sauce samouraï, algérienne, ketchup, machin. Ça, en général, c'est blindé de glutamate, c'est des grosses saloperies. Donc évite au maximum les sauces. À la limite, si vraiment t'aimes ça, si t'adores ça, fais en sorte que ce soit juste un plaisir de temps en temps et pas un réflexe systématique à chaque repas. Ensuite, bien sûr, on a les chips, les gâteaux apéro, tous les trucs genre chips goût barbecue, chips goût bacon, tout ce genre de trucs, c'est blindé de glutamate. Ce qui est regrettable avec le GMS, et c'est le gros défaut que je reconnais chez lui, c'est qu'il est un peu trop efficace et finit par donner un bon goût à de la pure merde. Sauf que cette merde, c'est pas le glutamate, c'est tout ce qu'il y a à côté, le sucre, le sel, tu connais. T'auras un truc trop gras, trop sucré, trop salé, avec le glutamate t'auras l'impression que c'est parfaitement équilibré. Sauf que quand tu ouvres un paquet de chips, tu sais déjà que tu vas bouffer de la merde, t'avais pas besoin de lire un article choc sur le GMS pour le savoir. Est-ce qu'à partir du moment où il n'y a pas de GMS dans un paquet de chips, tu vas te dire ah ouf, c'est safe, aucune trace de GMS, il y a juste du sucre, du sel et du gras. Dans le malbouffe, il y a quand même d'autres trucs à pointer du doigt qu'une molécule qui est responsable du goût. Le glutamate n'est pas responsable du mal dans malbouffe, c'est juste qu'il est victime de son efficacité. Si boire de l'eau permet de mieux ingurgiter les tenders du KFC, est-ce que ça ferait de l'eau un poison ? Quel serait le problème de l'eau si on en boit à côté d'un repas équilibré? Et de même, quel serait le problème du GMS quand on met dans une soupe de lentilles? Quel est le problème du glutamate quand il est déjà présent dans des aliments comme les tomates et le poisson, qui sont a priori des aliments bons pour la santé? Après, il y a aussi tout ce qui est soupe déshydratée. Donc ça, évite au maximum les soupes déshydratées. On te dit souvent oui, c'est bon, ça fait du bien l'hiver, machin. C'est de la saloperie, c'est de la connerie. Donc si t'en as dans ton placard aujourd'hui, tu les prends et tu les fous à la poubelle. C'est aussi simple que ça. J'aimerais être d'accord, enfin la soupe fraîche c'est clairement meilleur, faut pas avoir la flemme de se trimballer une brique en faisant les courses, mais c'est pas pour autant que j'irai jeter de la soupe déshydratée, enfin je respecte ton avis, mais moi personnellement je suis contre le gaspillage alimentaire. Ça va, je taquine. Ensuite, il y a encore un truc, ça tu peux le bannir, mais à jamais de ton alimentation. C'est tout ce qui est Cubor, Viandox, ce genre de trucs, tu vois. Les bouillons cubes, les espèces de trucs qui montent soi-disant à goût d'animal, tu te demandes où est l'animal là-dedans. Ça, c'est des énormes sources de glutamate. C'est que des exhausteurs de goût, ça. Attends. J'espère bien qu'il y a de l'animal là-dedans, sinon ça voudrait dire que... Chers amis VG, perso je sais pas si ce mec se rend compte de ce qu'il raconte, mais d'après ce qu'il sous-entend, vous pouvez taper dans les cubes de bouillon de bœuf. Après, libre à vous de décider si vous voulez lui faire confiance. Bref, après c'est un choix, tu peux continuer à utiliser ces trucs, mais c'est très fortement déconseillé. Je te le déconseille en tout cas. Et enfin, tu as tout ce qui est plat cuisiné industriel, ça évite au maximum. Il vaut mieux se faire la cuisine soi-même, c'est toujours mieux. C'est bien meilleur au goût en plus, c'est bien plus gratifiant en plus de te faire à manger toi-même, de manger quelque chose que tu as fait toi-même. Enfin bref, encore une fois, après ça je vais te le répéter au cours des vidéos que je vais faire, c'est une question de choix. L'important c'est d'être conscient de ce qu'il y a dans ton assiette. Une fois que tu es conscient, tu peux faire ton choix. Moi j'ai fait le mien, donc maintenant à toi de faire le tien. Ouais, bah là j'ai rien à dire, un très bon message de fin. Dans l'absolu, l'important c'est de savoir ce que tu manges et d'en être conscient afin de pouvoir réagir en cas de problème. L'essentiel de cette vidéo revient à dire attention aux chips et aux plats préparés. Je suis d'accord avec ça, mais c'est dommage d'avoir centré le sujet autour du GMS pour taper dans le sensationnalisme. Parce que après, il y a des gens comme moi qui peuvent cramer ce genre de supercherie et s'en servir comme prétexte pour continuer de s'empiffrer avec n'importe quoi. Si tu soignes pas ton sujet, on te prendra pas au sérieux et puis on continuera de manger n'importe quoi. En résumé pour cette vidéo, de bonnes intentions, une très belle mentalité, mais un sujet malheureusement pas assez maîtrisé. En fait, pour qu'on puisse te prendre au sérieux, il fallait juste se poser les bonnes questions. Que fait le GMS dans tel ou tel aliment et pourquoi est-ce que tel ou tel produit a plus de goût? Et là on se rendrait compte que finalement la présence de GMS peut presque servir comme un détecteur de malbouffe parce que, parce que il est là pour te donner l'impression qu'un machin trop gras, trop sucré, trop salé a une saveur parfaitement équilibrée. Mais dire que le glutamate est chimique, toxique, etc., ça n'a aucun sens quand on sait que plein d'aliments en contiennent déjà naturellement et quand on connaît l'utilité du glutamate dans l'organisme. Donc voilà pour cette vidéo, si elle t'a été utile, si t'as appris des choses, tu peux tout simplement me le dire en mettant un pouce bleu à la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner à la chaîne Verfeuille, tu peux aller voir ma dernière vidéo. Et moi maintenant je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi, prends bien soin de ta santé surtout. Ciao. Ah oui, j'ai bien dit que je passais les vidéos en entier, hein, même s'il n'y a rien à ajouter. Par contre, c'est pas contre ce mec, et surtout je le connais pas, mais à l'entendre parler de nature, fruits, légumes, et vu le visuel de son cadre,
Je suis sûr qu'il est végétalien ou au minimum végétarien. Enfin, il présente les caractéristiques clichés du youtubeur vegan. Youpi, la nature, la magie des arbres. En vrai, je porte aucun jugement sur ces régimes alimentaires. Au contraire, c'est cool d'avoir la foi de changer son régime alimentaire par conscience de santé envers les animaux et l'environnement. Mais le souci avec ces modes de vie qui se veulent être proches de la nature, c'est que c'est compliqué de savoir comment fonctionne la nature quand on vit en milieu urbain. Il y a plein de végétariens et végétaliens qui savent pas exactement comment équilibrer leur alimentation, parce que ça peut varier au cas par cas et la médecine moderne n'est pas encore au point sur le sujet de la nutrition. Et finalement, parfois, ils se laissent embobiner par des douilles sur internet, des effets de mode, justement par manque d'informations fiables et pertinentes sur leur régime. Quand on veut manger mieux, il y a énormément d'informations à trouver, et ensuite, il faut savoir faire le tri entre ces informations. Donc je salue l'initiative de ce mec parce qu'on a besoin de gens pour nous informer sur notre nutrition, mais il s'est fait berner par un magazine farce et attrape de la même manière que plein de gens consciencieux de leur santé se laissent berner par des recettes New Age. Je vous parle de ça parce que s'il y a des végétariens ou des végétaliens parmi vous, je vous conseille la chaîne de Gouren Vegan qui est vraiment excellente en matière d'information. C'est pas le genre de mec qui va te dire la viande c'est pas bon pour la santé, c'est pour les criminels, il suffit de prendre de la B12 et tout ira bien. Enfin, il a assez de recul pour vraiment aider les gens à s'informer. Ce sera tout pour la première partie, j'espère que ça vous aura intéressé. Je pense avoir dit à peu près l'essentiel autour du JMS, je pense que vous avez compris le délire. Mais si vous avez envie de plus de sel, parce qu'il va y en avoir, et ben, on se retrouve dans la deuxième partie. Ciao ciao.